Nous allons vous faire aujourd'hui une conférence sur les arômes de nos fromages et les méthodologies d'analyse associées. Donc, on va en profiter pour se présenter. Donc, Antoine. Bonjour Antoine, je suis doctorant au laboratoire à BTE, équipe MAIM, donc plutôt orienté matrice alimentaire et microbiologie. Et donc je suis là en lien avec le projet Canopée. Merci Antoine. Donc moi je suis Jérôme Dauphin, donc je suis directeur de l'UR-ABTE, donc laboratoire aliments, bioprocédés, toxicologie, environnement, donc à l'université de Caen Normandie. La conférence est faite sur un sujet qui me tient à cœur, celui notamment des arômes et des composés volatiles, donc, dont la détermination est ma propre spécialité de recherche. Et puis, cette conférence, donc là, il y a beaucoup de logos hein, sur la diapositive. Donc, nous sommes sur des projets au laboratoire à BTE, donc avec les filières fromage AOP de Normandie, hein, donc pour la NR Canopée, et Savoie-Sim pour la filière des fromages de Savoie. Donc, je vais en profiter aussi pour remercier donc, la BU Sciences qui nous accueille aujourd'hui et aussi toute l'organisation de la Fête de la Science. Donc, cette conférence se fait dans ce cadre-là. Donc, on va, au cours de cette conférence présente, donc, regarder les arômes des fromages et puis on va en cibler évidemment quelques-uns, on ne va pas tous les voir. Donc on a ici hein, donc, 4 images avec celles des fromages qu'on va cibler. Donc la Tome de Savoie que vous avez ici à gauche, le Reblochon en bas à gauche, le Livaro en haut à droite et le Camembert en bas à droite. Donc ces 4 fromages eh bien, sont à découvrir ou à redécouvrir. Donc la Tome de Savoie, c'est un fromage donc, qui est IGP, donc c'est-à-dire qu'on a une indication géographique protégée et on va voir que pour ces 4 fromages qui sont présents ici, eh bien, c'est une aire géographique hein, qui est déterminée. Le côté AOP ou IGP eh bien, demande à ce que chaque fromage on a une aire géographique protégée, mais aussi un savoir-faire reconnu hein, au niveau local. Donc il y a tout un cahier des charges à suivre. Donc si par exemple on regarde le camembert de Normandie, eh bien, si on regarde ici les valeurs, ça ne correspond qu'à 4% des camemberts qui sont produits. Alors pourquoi cela? C'est parce que un camembert de Normandie, c'est une appellation protégée. Cette appellation protégée demande à ce que, par exemple, ce soit du lait cru qui soit utilisé, qui ait 5 passages, et donc que le camembert soit évidemment fabriqué dans une aire géographique que vous avez ici en bas à droite. Et donc un cahier des charges qui est très restreint. Alors on est aussi dans l'obligation d'avoir du lait cru qui provient de troupeaux de vaches normandes aussi, hein, par exemple. Au moins 50% normande, oui. Au moins 50% normande. Le Livaro, donc, ça représente quand même une filière avec 1000 tonnes de fromage vendus par an. Le Reblochon, on est sur donc un fromage de Savoie, hein, on est sur 16 000 tonnes vendues par an, et la Tome de Savoie sur 6500 tonnes par an. Donc ces fromages, eh bien, on va les découvrir, alors plus exactement sur leur aspect arôme et composé odorant au cours de cette conférence. Alors ici, j'ai volontairement laissé sur une image un peu énigmatique. Cette image énigmatique, eh bien, c'est ma propre vision d'un fromage. Donc cette propre vision d'un fromage, eh bien, c'est une empreinte, des pics un peu partout. Et donc c'est une analyse hein, évidemment de composés présents dans les fromages, de composés volatiles, on va le voir par la suite. Et vous pouvez voir que ma vision, en réalité, un fromage, eh bien, il se différencie très peu d'un autre. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les différents pics qu'on peut avoir sur cette image, on a assez peu de différenciation. C'est ce qui prévaut dans le domaine des odeurs et des arômes, c'est-à-dire qu'on va avoir des différences un peu subtiles, mais la présence d'un composé en intensité plus forte eh bien, va donner évidemment une sensation un petit peu différente lorsqu'on va sentir tel ou tel type de fromage.
Donc on peut quand même remarquer quelques petites différences, donc, notamment dans ces zones-là. Ici, on semble avoir deux petites choses ici qui sont présentes dans le camembert et dans le Livaro. On a aussi deux pics ici là qui semblent être présents dans le Livaro et un petit peu moins dans les autres. Mais en tout cas, la différence n'est pas extraordinairement importante si on regarde cette image des fromages. Alors ces fromages, pourquoi les avoir choisis? C'est parce que nous sommes actuellement en sous-contrat, donc avec les filières, sur à la fois les fromages de Savoie et les fromages de Normandie. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le programme de recherche SODIF, donc, qui est un programme de recherche qui bénéficie d'un financement du ministère de l'Agriculture, un financement CASDAR, et donc, qui est porté par Actalia, alors Actalia situé à La Roche-sur-Foron en Savoie, et puis par la filière Savoie-Sim. Donc nous avons aussi plusieurs partenaires, l'ENILV, et on a des financements qui sont issus du ministère de l'Agriculture et du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Donc bien sûr l'Université de Caen à travers la présence de l'URABTE au niveau de ce contrat. Donc l'objectif, c'est de proposer des solutions aux producteurs de tomes de Savoie. Alors ce programme de recherche, c'est la mise en place d'outils d'analyse permettant de caractériser les marqueurs de richesse aromatique. C'est de rechercher les voies métaboliques associées à la richesse aromatique de ces fromages, très particuliers, la sélection de souches de micro-organismes associés parmi des souches autochtones qui sont présentes, et puis faire des tests sur les tomes de Savoie modèle, et on est quasiment en fin de contrat, il se termine en février 2026, donc actuellement on est sur la mise en place d'outils de sélection des souches. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition des opérateurs, donc des fabricants, des ferments autochtones par la filière pour les différents professionnels. Donc il y en a 64 qui bénéficient de l'IGP Tomes de Savoie. Donc, je vais laisser Antoine présenter le programme de recherche Canopée. Donc le programme de recherche Canopée, c'est un programme qui est un financement européen avec non, pas européen, pardon, ANR, avec la région qui finance 2 doctorats. Donc c'est un programme qui regroupe plusieurs équipes de recherche et les fromages AOP de Normandie, donc l'association, qui dure depuis presque 3 ans, donc c'est un programme de 4 ans, et dont l'objectif est d'essayer d'identifier des services écosystémiques, donc des bénéfices en fait que les écosystèmes peuvent rendre aux sociétés à toutes les échelles, à la fois du niveau du paysage, à la prairie, jusqu'à la traite et le fromage. Donc pour ça, en fait, on souhaite créer et évaluer des bioindicateurs de services écosystémiques qui sont rendus par les exploitations des AOP fromages de Normandie. Donc sous les 4 fromages, le camembert, le Livaro, le Neuchâtel et le Pont-l'Évêque. Et parmi les services, on étudie, là en l'occurrence dans le cadre de cette conférence, la production du goût, d'une texture et d'un arôme particulier qu'on essaye de relier à la microbiologie des fromages. Donc pour objectif, on essaye d'analyser les services associés à la filière AOP laitière de Normandie, des exploitations laitières au fromage à différentes échelles à travers les indicateurs existants, et d'évaluer de nouveaux indicateurs à l'aide d'indices qui existent ou de nouveaux et d'inclure les plus pertinents dans la construction de bouquets de services, donc un ensemble de services différents, originaux, associés au paysage, aux prairies et aux communautés microbiennes d'intérêt laitier. Merci Antoine. Voilà. Donc on va passer maintenant sur un autre sujet, donc les arômes et les molécules odorantes des fromages, donc tout en revenant sur quelques définitions du domaine. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un arôme? Donc un arôme, c'est un parfum, une odeur qui va se dégager d'un produit. De quoi est constitué cet arôme? Donc c'est un ensemble, donc plusieurs molécules qu'on va appeler volatiles, donc on va sur la définition de molécules volatiles par la suite, qui contribuent à donner une odeur et un goût caractéristique à un produit. Et donc on va aller sur la strate juste en dessous. Donc qu'est-ce qu'une molécule volatile? Eh bien c'est lorsqu'on va avoir un échantillon, un solide, un liquide, un aliment, une matrice de l'environnement. Eh bien, ce sera des molécules qui sont susceptibles de se libérer
sous forme, alors soit gazeuse, enfin sous forme gazeuse, pardon, d'un échantillon liquide ou solide. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir une certaine capacité à pouvoir sentir ces composés qui vont se libérer de l'échantillon. Pour être un peu plus précis, j'ai repris ici une image de Thomas Delompré et collaborateurs de 2022 qui, je pense, donc explique plutôt bien cet aspect de notre capacité qu'a l'être humain à pouvoir sentir des odeurs. Donc, alors on a tout d'abord deux entrées possibles. On a l'entrée dite orthonasale, du coup là c'est lorsqu'on va sentir un produit, et une entrée côté rétronasale, donc par la bouche, c'est lorsqu'on va notamment mastiquer un aliment. À partir du moment, par exemple, où on mastique un aliment, où on sent un aliment, on va avoir à ce moment-là une libération des molécules par la mastication, ou alors tout simplement l'odeur qui se libère du produit. Ces molécules volatiles donc, vont se libérer dans l'ensemble de la fosse nasale et notamment toucher ici le système olfactif humain. Alors il faut savoir que le système olfactif humain, ce n'est pas quelque chose de grandiose en réalité, hein. Donc on est sur 2 cm². Et donc par rapport à certains animaux notamment, notre capacité est beaucoup moins importante à pouvoir sentir un produit, alors à la fois de façon orthonasale et de façon rétronasale. Comment ça va se passer après? Eh bien on va avoir sur cet épithélium olfactif, on va avoir une muqueuse ici là. Donc cette muqueuse olfactive, eh bien, faut pouvoir penser que les molécules volatiles, lorsqu'elles vont arriver dans cette muqueuse, elles vont pouvoir plus ou moins se dissoudre dans cette muqueuse. Donc on a déjà une première façon de dire, c'est si jamais un composé n'arrive pas à se solubiliser dans la muqueuse, eh bien on n'arrivera pas à le sentir. Mais par contre, s'il a une certaine capacité à pouvoir se dissoudre dans cette muqueuse olfactive, à ce moment-là, il y a possibilité seulement qu'on puisse le sentir. Il y a une deuxième chose, c'est cette muqueuse, qu'est-ce qu'elle accueille? Elle accueille des récepteurs olfactifs, alors ce sont plus exactement sur des cils, et on va avoir des récepteurs qui ont une capacité plus ou moins forte à accueillir certaines molécules. Et donc, il faut avoir cette dualité de choses, c'est-à-dire capacité à pouvoir dissoudre un composé dans la muqueuse et capacité à ce que le composé par la suite puisse se fixer sur les récepteurs olfactifs. À ce moment-là, si jamais il y a réception, eh bien, il y a envoi d'un signal au cerveau et on arrive à reconnaître l'odeur correspondante. Ces odeurs par la suite, eh bien, on va le voir en diapo suivante, pour réussir à faire cette différence entre odeurs, eh bien, on a eu différents cadres de classification. Alors, le plus connu, en fin de compte, il date de 1984 par Jean-Noël Jobert qui a créé ce qu'on appelle le champ des odeurs. Alors ce champ des odeurs, c'est quelque chose, c'est une image qui est très répandue dans un peu tous les laboratoires de parfumerie, d'œnologie, etc. Où il a du coup fait une première représentation. Alors il faut regarder ici en haut à droite de la figure de gauche ici, où on a en fin de compte 6 pôles d'odeurs. Alors ces 6 pôles d'odeurs, je vais les citer. Donc on a des terpènes ici, donc un pôle terpénique. Alors ce sont des odeurs plutôt, on est dans le domaine d'odeurs plutôt boisées. D'odeurs soufrées, ici là. D'odeurs de type pyrogène, donc c'est des produits de combustion en réalité. On a des odeurs qui appartiennent au pôle hespéride. Alors hespéride, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît, mais c'est la notion d'odeur sous forme d'agrumes, citron. Alors ça va vous faire paraître bizarre, des odeurs grasses, alors que c'est plutôt lié à la texture, mais dans le domaine des arômes, on parle d'odeurs grasses, un peu lourdes, et à l'inverse d'odeurs douces ici là. Donc il y en a un que j'ai un peu oublié ici, c'est le pôle amine, donc ce sont des odeurs un peu particulières, souvent reconnues comme désagréables. Donc on en a fait, Jean-Noël Jobert en a fait à partir de là donc une représentation 2D, peut-être plus facile à lire, et où on commençait à voir des interactions entre les différentes zones odorantes. Dès 1987, on est plutôt actuellement sur cette représentation-là, mais il est vrai qu'elle est difficilement abordable par ceux qui ne sont pas chimistes. C'est-à-dire que on va retrouver ici le pôle amine.
en bas à gauche ici, notamment avec un composé qui s'appelle l'isobutylamine et qui va marquer des proximités par rapport à l'odeur d'autres molécules qui sont présentes ici. On va retrouver en haut à droite ici le pôle soufré, le pôle pyrogène ici là, voire le pôle terpénique ici en haut, donc avec notamment l'alpha-pinène qui est notamment cette odeur qui correspond à une odeur de résine de bois assez caractéristique. Et puis bien sûr on va avoir le pôle amine ici et puis donc le pôle doux par ici. Donc voilà. Donc ça c'est la représentation telle qu'elle était, telle que les odeurs étaient classées par le champ des odeurs de Jean-Noël Jobert, donc avec deux versions, une de 84 et une de 87. Donc il n'existe pas à l'heure actuelle finalement de classification dite voilà, ça c'est tout le monde classe de la même façon, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Mais par contre il y a différents modèles qui ont été créés, notamment suite à ce champ des odeurs, notamment des roues des odeurs. Alors les roues des odeurs, c'est tout simplement les deux domaines qui utilisent le plus les arômes qui les ont utilisés, et les deux domaines où on utilise le plus l'arôme, c'est en fin de compte l'œnologie et la parfumerie. Donc Anne Noble dès 1987 donc, a mis en avant une roue des odeurs, une autre classification sous forme de centre ici, donc avec des dominantes odorantes, ici donc de type chimique, fruité, etc. Ensuite, des nuances associées à ces dominantes. Donc, par exemple, on peut avoir la nuance citronnée dans le terme fruité. Et puis, plus on va s'écarter, plus on va être précis en fin de compte. Et lorsqu'on arrive sur le pourtour de la roue, on va être sur des descripteurs beaucoup plus précis. Donc, par exemple, là, on a une odeur fruitée, une odeur citronnée, et puis là, on va avoir l'odeur du citron ou l'odeur, par exemple, de la fraise. Donc ça, c'est la roue des odeurs qui a été proposée et qui est encore très utilisée dans le domaine de l'œnologie par Anne Noble en 1987. Différents modèles aussi ont été utilisés. Alors il en existe beaucoup en réalité dans le domaine de la parfumerie, mais celui qui est le plus utilisé actuellement, c'est notamment la roue des odeurs proposée par Michael Edwards en 2012. Et donc là c'est aussi un modèle assez simple, donc avec les dominantes que vous voyez ici, donc des notes florales, des notes ambrées, des notes boisées, des notes fraîches ici sur le pourtour. Et puis là on est un petit peu à l'inverse, on va aller vers le plus particulier à l'intérieur de la roue, donc avec des notes florales, fruitées, vertes, ici comme vous pouvez voir ici. Alors la roue des odeurs de Michael Edwards est beaucoup moins précise que celle qu'il y a en œnologie, mais la difficulté c'est de trouver de toute façon un langage commun à tous les personnes qui travaillent dans le domaine des arômes. Concernant les fromages, l'une des seules classifications qui a été retrouvée, ce sont des Français, c'est Florence Béraudier et collaborateurs en 1997 qui ont publié un article dans Lebensmittelwissenschaft und Technologie, et ils ont proposé dans ce journal donc, un guide d'évaluation olfacto-gustative des fromages à pâte dure et semi-dure. Donc on retrouve ici le même modèle que la roue qu'on a vu auparavant de Noble en œnologie, donc avec des dominantes donc, qui sont au centre ici, lactique, végétal, floral, fruité, torréfié, animal, etc. Ensuite des nuances sur le pourtour ici, et puis des descripteurs un petit peu plus précis sur le pourtour de la roue ici là. Donc dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a un petit souci, sachant qu'on ne va pas évoquer que des fromages à pâte dure ou semi-dure. Donc on va aller sur d'autres types d'odeurs. Donc ces odeurs, donc on a vu le classement. On va voir maintenant quelles sont, à travers la littérature, ce qu'on peut voir comme composés odorants principaux des fromages. Donc, alors là, on va vraiment désolé, on va faire un petit peu de chimie, d'accord? Donc on va avoir quelques formules chimiques. Donc les familles de composés chimiques qu'on retrouve le plus dans les composés odorants des fromages, on va en voir 6. Ce sont tout d'abord les acides carboxyliques, donc c'est cette chaîne d'atomes. On va retrouver un carbone, un oxygène, un autre oxygène et un hydrogène, avec une double liaison entre le carbone et l'oxygène.
Parmi les composés les plus emblématiques de ce qu'on va trouver comme odeur dans les fromages, on retrouve notamment le composé principal du vinaigre. Quand on sent le vinaigre, eh bien on sent en réalité un mélange acide acétique eau. Et donc on va retrouver dans les fromages notamment quelques nuances, quelques descripteurs de type vinaigre qui proviennent de ce composé-là. L'un des composés principaux et qu'on va surtout ressentir dans les fromages, c'est l'acide butyrique. Alors, il ne faut pas trop avoir peur de ce descripteur qui est marqué ici, acide rance, qui paraît au prime abord un peu comme très déplaisant. Mais il faut plutôt y voir un côté où tous ces composés qui vont être présents dans les fromages vont s'associer pour former un arôme global. Et donc, même si la molécule elle-même a un descripteur acide rance peu agréable, associé à d'autres composés, eh bien, peut avoir un effet d'exhausteur et un effet aussi important. Donc, si jamais on enlève notamment ce composé-là d'un fromage, eh bien, je peux vous dire qu'on n'aura vraiment pas l'impression que ce sera un fromage qu'on ressentira. Donc le fromage, ça va être notamment ces acides carboxyliques qui vont apporter ce côté un peu acide, mais ça va être aussi la présence d'esters qui vont apporter, eux, en général, une note plutôt fruitée. Donc comme le butyrate d'éthyle, alors butanoate d'éthyle en nomenclature officielle, et puis qui aura plutôt un descripteur de type fruité ananas. Et puis l'hexanoate d'éthyle, donc qui lui a un côté plutôt fruité, pomme verte. Donc on est sur des notes un peu fruitées exotiques, fruitées pommes, qu'on va retrouver notamment dans quelques fromages. Parmi ces composés odorants, on va avoir aussi d'autres familles, donc, comme les alcools. C'est déjà ce que j'ai pu dire juste auparavant. On peut avoir de l'alcool isoamylique. Alors l'alcool isoamylique, c'est une odeur de solvant, donc pas non plus très intéressante a priori, mais qui participe à l'arôme global des fromages. Et puis des composés qui sont comme le 2-nonanol, de type plutôt note grasse cireuse. Le composé, je veux dire composé qui est vraiment majoritaire, qui impacte le plus l'arôme des fromages, c'est ce composé qu'on retrouve parmi la famille des cétones, ici là, qui est le diacétyl. Alors le diacétyl ici est un descripteur de type beurre. Le descripteur beurre, eh bien, c'est tout simplement lorsqu'on va sentir du beurre, eh bien, ce sera cette molécule de diacétyl qui va se libérer du beurre et qu'on va comme ça ressentir. Donc c'est quasiment l'arôme du beurre. Donc on va avoir évidemment un arôme de beurre qu'on va ressentir. Alors un petit peu moins, il est vrai du coup l'acétoïne qui apporte un petit côté crémeux, et puis la 2-nonanone qui est aussi une cétone et qui va apporter pour elle du coup un côté fruité doux, un peu une tendance aussi cireuse. Donc parmi ces autres composés qu'on peut avoir, on peut avoir aussi les composés soufrés. Alors on est pareil sur des descripteurs qui sont peu agréables lorsqu'on les lit. Du coup, oignon, chou, donc c'est un peu, on n'a pas envie forcément de ressentir un fromage qui soit de cette nature-là. Mais pareil, on est sur une participation de ces composés qui peuvent être aussi en quantité faible et qui vont apporter une très légère nuance de ce type-là. Donc c'est le cas notamment de deux composés qui sont notamment importants pour les producteurs, que sont le disulfure de diméthyle et le trisulfure de diméthyle, qui apportent tous les deux cette note un peu chou, oignon, soufré aussi. Et puis on va avoir derrière plusieurs familles de composés, notamment les composés aromatiques. Alors attention, on est sur du langage de chimiste ici. Un composé aromatique, c'est parce que dans les années 1855, eh bien l'un des premiers composés, donc, qui était en fin de compte un dérivé du benzène, qu'on a pu détecter au niveau de l'odeur, qu'on a pu caractériser, eh bien, on a assimilé le côté arôme au côté de la première molécule qu'on avait réussi à caractériser. Cette molécule est possédée ce cycle qu'on voit ici, et depuis ce temps-là, voilà, on continue à appeler ça en chimie composé aromatique, mais en réalité, tous les composés aromatiques ne sont pas aromatiques. Je laisse là-dessus. Par la suite, donc on va avoir au niveau de ces composés qui possèdent ce cycle aromatique, deux composés qui participent fortement à l'arôme des fromages et qui vont apporter plutôt des notes. Alors pour le 2-phényléthanol que vous voyez à droite, eh bien c'est l'un des composés principaux de la rose. Quand on sent la rose, on a ce 2-phényléthanol qui ressort de la pétale de fleur et qu'on va sentir encore plus, notamment lorsque on a
a une rose un peu fanée. Parce qu'on a dans ce cas de figure-là des composés volatiles qui se libèrent beaucoup plus facilement que si jamais on a une rose qui est notamment un peu humide. On va avoir aussi le benzaldéhyde. Alors c'est un composé qui est par nature très dangereux, hein, mais qui va être en proportion très faible dans le produit et qui à cette concentration ne va pas être dangereux pour le produit évidemment, mais qui par contre au niveau de son odeur va apporter des notions d'amande, de noyau de fruits, hein, qu'on va retrouver, et puis un autre composé comme le nonanal qui va donner un aspect plutôt poussière. Voilà, après vous avoir donné quelques molécules, je ne les ai pas toutes données, hein, on va passer sur les techniques d'analyse. Et alors plus exactement, j'ai pas mis de S en réalité. J'ai mis ici technique d'analyse, tout simplement, c'est pour vous présenter la façon dont nous, au laboratoire, on caractérise les molécules volatiles d'un échantillon et notamment de fromage. Alors c'est une technique un peu compliquée, donc on va y aller un petit peu lentement. Donc on va déjà commencer par voir un peu l'appareillage qu'on a au laboratoire. Alors on y fait ce qu'on appelle des techniques qui sont assez nouvelles en sciences, qui s'appellent notamment l'étude du volatilome, c'est-à-dire là on regarde dans ces grandes largeurs tous les composés volatiles qui sont présents dans un échantillon. Donc cet appareil qu'on a au laboratoire, qui est relativement récent, eh bien, se compose d'une partie haute ici, où on va retrouver un passeur automatique qui s'occupe de la préparation d'échantillons. Et on va avoir la partie basse, ici là, avec ce qu'on appelle un appareil de GC-MS. Alors GC c'est pour chromatographie en phase gazeuse, MS c'est pour spectromètre de masse. Donc cet appareil, il est hébergé par le laboratoire, donc il appartient à une plateforme de l'Université de Caen-Normandie. Donc on va aller un petit peu plus sur le détail de voir comment est réalisée la préparation d'échantillons. Donc cette préparation d'échantillons, elle est faite sur le passeur qui est ici. Et donc ce passeur possède un réfrigérateur intégré en réalité. Donc un réfrigérateur intégré, c'est parce que eh bien, il faut pouvoir conserver les échantillons qui sont préparés à température basse pour évidemment éviter qu'ils se dégradent. Ça veut dire que si jamais on commence à mettre à 20 degrés, 25 degrés à température ambiante, on va déjà avoir une dégradation de l'échantillon. Pourquoi dégradation? Parce que si par exemple on sent un parfum de la vanille par exemple, eh bien ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, au cours du temps, en fin de compte, on perd la molécule qui est responsable de l'odeur de vanille. Donc nous, pour nos analyses, eh bien, un réfrigérateur à 4 degrés nous permet comme ça d'éviter un départ trop prématuré des molécules volatiles de l'échantillon. De quoi est composé ce passeur? Eh bien, il est équipé aussi d'un conditionneur ici, d'un four qui est là, et d'une sorte de seringue. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette seringue, elle n'est pas dangereuse, ne vous inquiétez pas. Cette seringue, c'est donc ce type de chose qui est ici, et c'est équipé en fin de compte d'une aiguille, mais cette aiguille, et c'est ce qui va être le plus intéressant, c'est équipé d'une fibre qui est à l'intérieur. Donc on va le voir sur la diapositive d'après. Cette fibre, c'est quoi? En fin de compte, c'est une sorte d'adsorbant. En fin de compte, c'est un matériau. Ce matériau, il est capable d'accueillir des composés qui peuvent se fixer sur ce matériau. Alors à titre d'exemple, ça fonctionne un peu comme les poudres de déshumidification, c'est-à-dire qu'on va avoir l'eau qui va se fixer sur ces supports, et puis comme ça on va réussir à la capter sur le matériau qui est utilisé. Ça fonctionne globalement de la même façon. Donc le passeur du coup qu'on a ici, donc on va avoir ce type de seringue ici là, donc on va avoir une fibre, et cette fibre peut être soit rétractée comme ici, soit avancée comme ici à droite. Alors il existe une certaine analogie entre ce que peut être le système olfactif humain en réalité et ce type d'appareil. Pourquoi? C'est parce qu'on va avoir, grâce à ce type de fibre, à peu près la même façon que ce qu'on a nous lorsqu'on perçoit une odeur. Donc on a une muqueuse
Alors cette muqueuse, on a vu juste avant qu'elle joue le rôle de... Elle va permettre de solubiliser certains composés. On va avoir la même chose ici pour les composés qui vont réussir à se solubiliser partiellement sur la surface de la fibre. Et puis on a un côté aussi, une sorte de reconnaissance chimique des récepteurs olfactifs qu'on retrouve aussi dans la structure de la fibre qui est utilisée sur ce type de passeur. Et ainsi, on va voir le processus par la suite, on va avoir une sorte de système qui mime notre capacité à pouvoir sentir des composés. On va le voir que c'est un petit peu accéléré par rapport à la normale en réalité. Donc, alors cette fibre, pour pouvoir fonctionner, eh bien, on est obligé tout d'abord de la mettre dans un... Alors c'est un petit four qui est ici là. Donc ce petit four, en fin de compte, il sert à quoi? Il sert à être utilisé avant l'analyse. C'est-à-dire que la fibre, s'il est utilisée, si elle est laissée à l'air libre comme ça, eh bien oui, elle peut permettre de capter des composés. Donc ce n'est pas très intéressant si on veut analyser un échantillon. On est obligé tout d'abord de bien vérifier que dans des conditions, on n'a rien laissé comme composé avant analyse. On utilise des tubes, donc là vous avez ici un tube qui est donc pris par le passeur et qui est donc mis dans le petit réfrigérateur qui est ici. Et ces tubes qui sont représentés, qui sont représentés comme ici avec un fromage à l'intérieur, eh bien sont mis dans un petit four qui est sur la partie droite ici là du passeur. Alors comment ça va se passer? On va donc avoir la fibre qui va d'abord être passée dans le conditionneur. Cette fibre va être libérée des composés indésirables pour pouvoir prévoir l'analyse. Ensuite, ce tube va être replacé dans le four ici. On va avoir mis l'échantillon déjà présent dans ce tube. Et puis, on va faire chauffer très légèrement. Alors ici, avec un chauffage modéré, en général, on est entre 40 et 60 degrés. Et le fait d'augmenter un peu la température comme ça, on va avoir les composés qui vont se libérer dans l'espace gazeux au-dessus de l'échantillon. Alors, cette technique un peu barbare, du coup, s'appelle HS-SPME. Donc, c'est le nom que vous avez là qui s'appelle, en anglais, espace de tête, donc pour l'espace gazeux au-dessus de l'échantillon. Donc, HS et puis SPME, c'est de la micro-extraction en phase solide. C'est la capacité d'utiliser une fibre pour faire l'extraction. Donc voilà pour toute la partie préparation d'échantillons avec ce type d'appareil. Ensuite, eh bien, cette fibre, lorsqu'elle est utilisée, elle va être directement apposée dans l'appareil qui est en dessous, donc l'appareil de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Et ce type d'appareil est équipé d'une colonne qui va permettre la séparation des composés volatiles. Alors comment on réalise? Alors là j'ai mis pour les besoins de la présentation donc, une fibre fictive au-dessus d'un injecteur ici là. Donc on va donc avoir, une fois qu'on va être sorti du petit four qui permet l'extraction, on va avoir la fibre qui est rétractée à l'intérieur de la seringue. Et cette seringue, lorsqu'elle va être apposée dans le four de l'injecteur de l'appareil, on va avoir donc à 300 degrés, à haute température, cette fois-ci l'inverse de ce qu'on a eu lorsqu'on a fixé les composés. On va avoir une libération des composés dans l'injecteur de l'appareil. Alors, plus exactement, pas tout à fait dans l'injecteur, mais dans un tube creux que vous avez en verre ici là. Et ce tube creux, donc, où on a d'associer un gaz qui va pousser les composés qui sont libérés, et bien comme ceci, on va avoir libéré tous les composés volatiles qui proviennent de l'espace gazeux au-dessus de l'échantillon. Et ces composés donc, vont arriver dans ce petit tube, vont être poussés à l'intérieur de l'appareil grâce à ce gaz. Et les composés vont être par la suite, on va le voir, séparés sur l'appareil. Alors cette séparation, elle se fait à l'aide d'un petit bijou technologique qui s'appelle une colonne capillaire. Donc c'est un... Alors il faut y voir un long fil ici là, alors ça fait 60 mètres avec un tout petit diamètre, 0,25 mm ici là. Et en fin de compte, sur 60 mètres de long, il faut y voir un tube creux. Ce tube creux, il fait 0,25 mm de diamètre, donc c'est pas grand chose. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les composés sont libérés dans un gaz. Donc ce gaz va pousser dans le tube en verre qu'on a vu juste avant. Et les composés vont aller sur la colonne et être séparés comme ceci. Alors ils ne vont pas être séparés n'importe comment. Ils vont être séparés avec ce qu'on appelle, on va appliquer un programme de température. Alors là ici je vous ai mis un programme de température alors qui n'est pas tout à fait fictif, c'est celui qu'on utilise au laboratoire en réalité, le plus souvent. Mais ça va faire qu'avec la poussée du gaz, avec l'augmentation de la température, on va avoir les composés les plus légers
qui vont aller le plus rapidement sur la colonne et qui vont donc sortir en premier, et les composés un peu plus lourds qui vont arriver dans un temps second par rapport aux composés les plus légers. Faut pouvoir les détecter, donc ces composés en sortie de cette colonne du coup arrivent dans le spectromètre de masse, et ce spectromètre de masse, eh bien, lui, il permet de donner une empreinte pour chaque composé pour pouvoir dire qui ils sont. Ça fonctionne en sortie du four du chromatographe, donc on a toujours cette circulation de gaz aussi en sortie de l'appareil, et on arrive sur un filament qui va produire des électrons et donc qui va permettre de casser les molécules et de produire différents ions. Alors ces ions ici, des plus gros, des plus petits, etc., eh bien, vont donner une empreinte comme celle qui est ici en bas, donc qui s'appelle tout simplement un spectre de masse. Alors là, ici, on est en mode ionisation électronique, et ce mode d'ionisation, eh bien, on va avoir des masses ici, 39, 43, 86, qu'on retrouve ici sur le spectre, avec une certaine intensité. Donc cette intensité qu'on voit ici, donc 100%, alors 100% ça va être parce que c'est l'ion le plus important, mais on peut y regarder aussi une intensité absolue ici là, et cette intensité absolue, eh bien, elle va être finalement proportionnelle à la quantité de composés qui est dans l'échantillon. Donc là ici on a l'exemple du tri, comment c'est fait par la suite, donc avec des petits ions, des plus gros ions ici qui vont être caractérisés, qui vont donc donner cette empreinte ici là. Et donc on en arrive à l'image un petit peu énigmatique que je vous avais donnée au départ de la conférence, donc sur ce qu'on appelle un chromatogramme GCMS, donc un peu compliqué du coup. Donc c'est une notion de temps qu'on va avoir ici là. Alors j'ai pas mis mes unités, je suis désolé, mais donc c'est un temps en minutes. Donc là on est sur une analyse de 60 minutes. Et donc sur cette analyse de 60 minutes, eh bien, on va observer différents pics. À chaque pic qu'on va avoir ici, on va avoir au cours du temps un spectre de masse. Et ce spectre de masse va nous permettre de dire, voilà, j'ai présence de telle molécule dans l'échantillon de fromage. Alors ici, je vous ai donné directement l'identité de certaines molécules sur la base d'un échantillon de Livaro, ici là. Et donc on va retrouver notamment des composés légers en début d'analyse, donc comme le diacétyl ici, qui donne notamment la note aromatique de beurre. On va avoir ici un composé un peu plus lourd, donc l'acide butyrique, qui donne ce côté acide rance. Et puis, de façon un petit peu plus éloignée, eh bien, plus les molécules vont être grosses, on peut avoir ça comme schéma, eh bien, plus le composé va sortir tardivement. En réalité, les molécules qui sont les plus lourdes et qui sont ici, en général, sont des molécules qu'on arrive à caractériser grâce à la technique, mais qui ne sont en réalité pas des composés odorants. C'est-à-dire qu'ils sont trop lourds pour pouvoir se libérer de l'aliment qu'on veut sentir. Donc, alors pour aller sur l'application à nos fromages du terroir, donc on a fait au laboratoire quelques petites préparations d'échantillons pour caractériser à la fois la tome de Savoie, le reblochon, le camembert et le Livaro. Donc je vais vous présenter donc, ces résultats qu'on a pu obtenir par cette préparation. Alors cette préparation, tout d'abord, ça a été de prévoir une découpe de l'échantillon. Donc cette découpe, là ici je vous l'ai présentée pour le reblochon, mais elle a été faite de la même façon pour les 4 types de fromage. Donc l'objectif, c'était de voir un petit peu les différences qui pouvaient exister en termes de molécules odorantes entre la croûte du fromage, le cœur du fromage et la partie intermédiaire située entre les deux. Donc ici vous avez un reblochon, donc bien sûr on met tout d'abord l'emballage, donc on a pris une règle pour essayer de savoir quelle était la taille de la croûte. On a mis donc de côté dans un premier temps le côté croûte et laissé de côté donc tout le reste du fromage. Donc cette croûte ici là, eh bien, a été mise en petits morceaux ici là. Et cette croûte qui a été mise en petits morceaux, eh bien, ça demandait effectivement à ce que chaque échantillon soit cadré au niveau de sa masse. C'est-à-dire que si on voulait un comparatif correct, l'important c'est ici d'avoir exactement la même masse de chaque échantillon. Donc à chaque fois, on a été pesé 5 grammes de chaque échantillon qui ont été mis par la suite dans le tube SPME, comme vous avez vu la technique auparavant. Donc sous forme de broyat. Donc mis par la suite dans le tube SPME. Et puis donc on a mis ensuite d'un autre côté, donc tout ça qui nous a aidé à caractériser donc la règle ici, le
cœur de la partie intermédiaire. Donc on a pris donc, par format 1/3, 1/3, 1/3 de la hauteur. Donc on a gardé le cœur du fromage et puis on a mis d'un autre côté la partie intermédiaire qui est située entre la croûte et le cœur pour en faire aussi un échantillon. Donc comme vous avez pu le voir ici, donc le fromage n'a pas trop souffert lié à cette opération. Donc ensuite, eh bien, comme on a pu le voir, on a mis ces différents compartiments qu'on va appeler de fromage dans chacun des tubes, donc prêts à être analysés par la suite. Donc avec là ici, donc vous avez le schéma pour le camembert, donc avec ces 3 compartiments. Donc 1, ce sera la croûte, 2, ce sera la croûte cœur, 3, ce sera le cœur pour chaque échantillon ici. Le camembert, le Livaro, la tome de Savoie, le reblochon. Pour vous donner un peu une idée aussi de ce que peut donner un Livaro, sa croûte ici. Alors je sais qu'Antoine va me dire qu'elle est un peu blanche, sa croûte, c'est ça non? Le Livaro qui est un peu blanche, la croûte de ce Livaro-là. Voilà. Normalement, c'est un peu plus orangé rouge. Voilà. Ouais, donc, ce Livaro, donc un peu blanchâtre du coup, on a ensuite donc enlevé le cœur. Alors c'est un cœur assez dur comme vous pouvez le voir ici là, et par contre une pâte un petit peu plus molle située sur la partie intermédiaire croûte cœur ici. Alors si vous voulez, on peut aller sur cette image-là, mais on va y aller rapidement, d'accord. Donc à moins que vous soyez des spécialistes du couplage HS, SPME, GCMS, mais voilà les chromatogrammes qu'on a pu obtenir pour toutes les croûtes de fromage ici là sur cette diapositive. Donc je pense que le plus intéressant, c'est d'aller sur les résultats et de voir un petit peu les différences de composition qu'on a pu obtenir. Donc en allant tout d'abord sur différentes notes aromatiques les plus importantes des fromages, en commençant donc par cette note aromatique beurre qui est extrêmement importante et qui est liée à la présence de diacétyl. Donc si on veut comparer ici la note aromatique beurre des fromages, eh bien on a reporté ici, donc L1 je vous rappelle que c'est la croûte du Livaro, L2 c'est la partie intermédiaire cœur croûte du Livaro, L3 ça va être la partie cœur, et puis là on va retrouver le Livaro, le camembert, le reblochon et la tome de Savoie. Tout ce qu'on peut voir déjà de façon importante sur cette représentation et puis sur cette là ici, que en réalité cette note de beurre, eh bien, liée à la présence de diacétyl, elle est relativement forte, eh bien, dans notamment le Livaro, dans le cœur du Livaro et dans la partie intermédiaire cœur croûte du Livaro. Elle est aussi importante, comme vous le voyez, dans une partie intermédiaire de la tome de Savoie. Alors je pense qu'on a une meilleure représentation ici là. En réalité, cette note de beurre, eh bien, elle va représenter plutôt l'aspect cœur croûte d'un fromage, plutôt que sa croûte en réalité. On voit ici là, il y a très peu de cette note beurre et de ce composé dans la croûte des fromages, mais elle est présente vraiment dans le cœur des fromages. Alors avec des différences importantes, comme on a pu le voir, on a quand même, ici dans le Livaro, on peut estimer à peu près à 3 fois plus de cette note beurre dans le Livaro que dans la tome de Savoie. Et quand on regarde la présence dans le camembert et le reblochon, eh bien on voit qu'elle est plus limitée. Alors je n'ai pas dit absente, attention, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que cette note de beurre, elle va être présente en réalité dans tous les fromages, on va pouvoir la percevoir dans tous les fromages. Mais elle va être plus ou moins intense selon les compartiments des fromages. Souvent associées à cette note beurre, eh bien c'est des notes qui sont très désagréables, donc acide rance, on a vu déjà l'acide butyrique, mais un composé que j'ai masqué tout à l'heure, c'est l'acide 3-méthylbutyrique, qui donne lui une odeur un peu vieux fromage pied, donc c'est pas vraiment forcément agréable, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être quand même en proportion. Alors ce composé a une odeur intense, mais il va être en proportion pour faire que eh bien ce soit pas notamment cette odeur de pied qui nous vienne directement au nez. Alors
vous inquiétez pas, entre guillemets, cette odeur de pied, eh bien, lorsqu'on va sentir le fromage avec sa croûte, on va moins la sentir en réalité, parce que on va aussi avoir une présence moins importante de ces acides dans la croûte des différents fromages. Alors là, ici sur la partie droite pour ce composé-là, sur la partie gauche pour ce composé-là. Alors évidemment, lorsqu'on va voir ici là, donc ces acides sont plutôt dans la partie interne des fromages, excepté un fromage qui se distingue des autres. On le voit bien ici pour la tome de Savoie, il y a très peu de ce composé-là en tome de Savoie, mais par contre, on a beaucoup plus d'acide butyrique. C'est-à-dire que si jamais on regarde la totalité de ces deux composés, eh bien, on va avoir une tome de Savoie qui, au niveau de cette note aromatique globale de ces deux composés en même temps, on va avoir un côté plutôt rance pour la tome de Savoie et plutôt vieux fromage pour les autres. Alors vous avez vu, je n'ai pas dit pied quand même, donc faut pas exagérer, mais voilà. Donc on aura une différenciation liée à ces deux composés pour ces différents fromages. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que ce qu'on a vu avant comme note aromatique beurre et ces deux composés que je présente là, eh bien à eux trois, ils représentent la quasi-totalité de ce qu'on appelle la dominante lactique au niveau odeur des fromages. Donc on a ici les principaux composés qui vont donner une dominante lactique, c'est-à-dire que la note beurre plus ces deux composés-là, eh bien, va donner une dominante lactique qu'on va ressentir plus ou moins fortement. C'est-à-dire qu'ils seront en interaction, tous les trois. Alors, je vais passer sur la diapositive suivante pour aller aux notes aromatiques qui peuvent vous paraître un peu plus agréables. On va avoir des petites notes d'ananas, ananas pomme verte. Eh bien, on va retrouver ces notes fruitées plutôt dans la tome de Savoie, ici là. Donc on voit ici que ces deux composés qui représentent globalement l'arôme fruité des fromages, eh bien on va les retrouver à la fois dans le cœur, dans la partie intermédiaire cœur-croûte de la tome de Savoie, mais aussi dans le cœur de la tome de Savoie. Pareil pour cet autre composé ici là. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a une vraie caractéristique de la tome de Savoie sur cet aspect fruité, notamment au niveau fromage. Donc là, on va être clairement dans un fromage dit fruité. Et puis, il y a un fromage qui se distingue des autres. C'est-à-dire qu'on va avoir ici, vous voyez le Livaro, et notamment c'est sa croûte du Livaro, on peut la ressentir, et ça je pense que les producteurs le disent évidemment, ils vont rechercher sur tout ça en plus un côté fruité à la croûte du Livaro. Cette note fruitée, comme vous le voyez, va être quand même beaucoup moins intense lorsqu'on va rentrer dans le cœur du Livaro, et puis elle va être peu présente aussi dans les camemberts et le reblochon. Alors, pareil que pour les autres, c'est-à-dire que cette note fruitée, on va la ressentir de façon intense dans le Livaro, dans la croûte du Livaro et dans la tome de Savoie, et on va la ressentir de façon moins intense dans les autres. Elle ne va pas être absente non plus. Si jamais on regarde maintenant le côté floral, eh bien ce côté floral est apporté quasiment par ce composé-là et puis par un autre dont je vous épargne, pardon. La note florale est surtout apportée par le 2-phényléthanol et par un autre composé qu'on appelle l'acétate de 2-phényléthyl. Et là, c'est assez édifiant au niveau de la représentation ici. C'est-à-dire que, alors on est totalement à l'inverse de la note beurre qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que la note beurre elle est surtout concentrée dans le cœur des fromages. Et bien là, pour l'aspect floral, on va le retrouver à l'inverse plutôt dans la partie croûte des fromages. Et en plus, de façon relativement homogène. C'est-à-dire que la croûte du Livaro, la croûte du camembert, la croûte du reblochon, la croûte de la tome de Savoie, on voit ici, on a quasiment les mêmes proportions. On va avoir une note florale qui va être quasiment la même entre les différents fromages. On va par contre avoir des différences réelles entre le cœur du camembert qu'on peut donner un petit peu moins et le cœur aussi de la tome de Savoie qu'on peut donner un petit peu moins par rapport aux deux autres que sont le Livaro et le reblochon qui vont être, eux à l'intérieur, vont avoir une note florale un peu plus intense.
Alors on va faire un dernier regard sur une note aromatique, c'est l'oignon chou qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, alors qui est une composante qu'on va dire liée à des composés soufrés. Et alors, on va faire attention au niveau du langage, ici on ne va pas forcément dire que le camembert c'est pas bon, hein, d'accord? Donc parce que cette note soufrée, cette note un peu oignon chou, eh bien on va la retrouver surtout grâce à deux composés qui sont le disulfure de diméthyle et le disulfure de triméthyle. Alors ce sont quand même des composés à odeur intense, mais c'est ce qui va être caractéristique notamment des camemberts de Normandie. Alors ces camemberts ici, vous pouvez voir, hein, ici c'est assez important, on va avoir une proportion, alors je ne veux pas dire proportion forte, ça n'est pas le cas, d'accord? On va avoir une proportion plus importante, d'accord? Même si la représentation pourrait faire croire que, ici on a toujours des notions d'intensité différentes, donc c'est pas parce qu'on a des barres qui sont très hautes qu'on va dire que c'est extrêmement intense, ça n'est pas le cas. Hein, ici c'est une représentation, donc cette représentation elle nous dit juste ici que ces composés-là, eh bien on va avoir une note liée à des notes soufrées, donc qui vont être à tendance chou, oignon, qu'on va retrouver de façon plus importante dans la croûte du camembert. On en a aussi un petit peu hein, dans le côté cœur-croûte du camembert, et puis c'est vraiment, mais là, absent, hein, d'accord, absent des cœurs et des parties intermédiaires des autres fromages. On voit aussi hein, qu'elle participe quand même aussi hein, un petit peu à la croûte du Livaro. Donc voilà des composés qui vont être caractéristiques et qui vont réussir à différencier pour nous êtres humains l'odeur d'un camembert par rapport à l'odeur d'un Livaro ou d'un reblochon ou d'une tome de Savoie. Pardon. On va aller maintenant vers une conclusion. Alors cette conclusion, on va la faire sous forme de représentation de camembert, et ne pas parler que de camembert. On va parler aussi donc de ces différentes majeures qu'on va retrouver dans les fromages. Donc ces majeures, eh bien, on les a déclinées. Alors on n'a pas tout à fait respecté la roue des odeurs qui était présentée par Florence Berriaudet et collaborateurs, parce qu'elle n'est pas forcément, comme je dis au tout début, adaptée à l'ensemble des fromages. Hein, donc on n'est pas que sur des fromages à pâte dure et semi-dure, hein, on est aussi sur des fromages à pâte molle. Donc les principales dominantes qu'on peut déterminer ici pour les fromages sont des dominantes lactiques, végétales aussi. Alors ça j'en ai pas parlé avant, hein, mais il existe quelques composés qui vont apporter cette note végétale. Cette dominante fruitée, florale, on a vu, soufrée aussi on l'a vu. Donc grâce à ces proportions en composés qu'on a pu voir avant, et grâce à la connaissance aussi, je ne le dis pas ici, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, grâce à un impact olfactif donné pour chaque composé, eh bien ici on vous propose une représentation. Alors c'est une proposition, hein, d'accord? Il ne faut pas y voir qu'on a exactement 20% de ça, 30% de ça. C'est vraiment très schématique, hein, d'accord? Donc une croûte de Livaro hein, par rapport à la contribution de tous ces composés odorants, eh bien, va apporter des dominantes aromatiques, lactiques et fruitées, hein, comme on peut avoir ici. Mais on aura aussi présence de mineurs florales, soufrées et végétales. En fin de compte, on va avoir toutes ces dominantes hein, qui vont interagir, mais principalement, on va ressentir deux pôles, lactiques et fruités. On va très bien réussir au niveau normalement de notre nez humain, alors il faut être un petit peu entraîné quand même, mais à séparer d'un côté l'arôme d'un Livaro de l'arôme de la croûte du Livaro par rapport à l'arôme de la croûte du camembert. Notamment avec cet apport soufré supplémentaire qu'on va avoir dans le camembert. On va garder évidemment aussi toujours cet aspect aussi lacté, arôme lacté dans la croûte du camembert. Cet arôme lacté, eh bien, il sera extrêmement important, notamment dans les deux autres fromages. C'est-à-dire qu'on va avoir une majeure lactique très forte dans le reblochon, et vous voyez ici un petit peu moins de ce qu'on va appeler de richesse aromatique en ce qui concerne le reblochon qu'en ce qui concerne les autres fromages. Alors là, ici, je parle de la croûte hein, seulement, bien sûr. Donc avec ici une division du reblochon quasiment en une odeur lactée extrêmement forte, odeur lactique extrêmement forte, et puis des mineurs florales et fruitées.
Là, on va être encore sur autre chose par rapport pour la croûte de la tome de Savoie, avec une dominante lactée forte, mais aussi un apport fruité. Et puis des notes florales et végétales. La note soufrée qu'on a pu voir tout à l'heure, qui pouvait être un petit peu présente, en fin de compte on la trouvait surtout dans le Livaro, et assez peu dans la tome de Savoie. Donc on va avoir ici assez peu d'apport de notes soufrées pour la tome de Savoie. Donc on va aller maintenant sur le compartiment suivant. La partie intermédiaire entre la croûte et le cœur, donc avec cette partie croûte-cœur que j'ai représentée ici sous la forme aussi de dominante, celle qu'on vient de voir auparavant, lactique, végétale, fruitée, florale, soufrée. Donc plus on va aller vers le cœur du fromage et plus on va avoir une odeur lactée importante, on l'a vu aussi par rapport au composé qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va évidemment diminuer l'apport des autres dominantes. Alors, excepté ici pour la tome de Savoie qui garde une forte dominante fruitée, notamment dans sa partie intermédiaire, qui est une partie intermédiaire un peu plus dure en réalité dans la tome de Savoie, avec un cœur plus mou. Le reblochon, alors là vous pourriez croire qu'on a la même chose que pour la croûte, c'est pas tout à fait vrai quand même, c'est-à-dire que là on est sur des grandes dimensions, on est sur des apports d'odeur qui sont pas, où on donne pas jusqu'aux nuances, jusqu'aux descripteurs. Et puis, donc une odeur soufrée qu'on va quand même ressentir dans cette partie intermédiaire pour le camembert, et puis un petit peu moins fruité dans la partie intermédiaire pour le Livaro que dans la croûte elle-même. Là ici j'ai décliné, pour vous donner un exemple ici, j'ai décliné ce qu'était la dominante fruitée pour tous ces compartiments-là. Donc cette dominante fruitée, on la retrouve ici là pour le côté du cœur cru du Livaro, ici pour le camembert, ici pour le reblochon, ici pour la tome de Savoie. On a cette présence dans ces 4 fromages au niveau de la partie intermédiaire. Eh bien, elle va se décliner d'une façon différente selon les fromages. C'est-à-dire qu'en regardant les différents descripteurs, eh bien, on peut donner des nuances supplémentaires par rapport aux dominantes. Ces nuances supplémentaires pour la dominante fruitée, on peut la décliner aussi en fruitée un peu plus exotique, on va dire type ananas par exemple, en odeur plus pomme, banane, ce sont des odeurs qui sont finalement assez proches les unes des autres, une odeur plutôt liée à des fruits à noyaux. Et puis le reste ici, donc tout ce qui sera en gris, eh bien, ce sera les autres dominantes. Donc si jamais on regarde la déclinaison sous forme de nuances comme ça, eh bien on va s'apercevoir que la dominante fruitée de la tome de Savoie est réellement différente des autres. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir un apport de fruits exotiques dans la tome de Savoie, et par contre un apport plutôt lié à des fruits à noyaux lorsqu'on va être sur les 3 autres fromages que seront le Livaro, le camembert et le reblochon. On va terminer avec une dernière diapo sur, maintenant on va aller au cœur du sujet, au cœur des fromages, et donc aller sur le cœur de ces 4 fromages. Donc là, eh bien, comme on l'a dit juste avant, on va avoir plus on va aller vers le cœur et plus le côté lactique va être important. Et donc on va avoir ici une majeure lactique mais prépondérante lorsqu'on va être dans le cœur à la fois du Livaro, du camembert, du reblochon et de la tome de Savoie, avec des nuances ici qui vont être sur la partie lactique, ici là en bas. Donc bien sûr là on va être sur la grosse proportion de dominante lactique lorsqu'on va sentir seulement le cœur du fromage. Et puis cette dominante lactée peut être aussi différente selon les fromages. On peut le voir notamment ici pour 2 fromages qui n'ont a priori rien à voir, que sont le Livaro et la tome de Savoie, qui sont ici là, qui ont une note lactique qui va être liée à des nuances plutôt grasses, un peu lourdes, qui vont être plus faibles pour le Livaro et pour la tome de Savoie que pour le camembert et le reblochon ici.
Donc voilà pour ce qu'on peut retrouver majoritairement dans le cœur d'un fromage. Donc toute cette représentation peut vous permettre lorsqu'on peut déguster des fromages, lorsqu'on va les sentir ou lorsqu'on va les déguster, on va pouvoir, si jamais on est sur juste l'odorat lié à la croûte du fromage, eh bien on a vu qu'on verra ici des dominantes qui sont extrêmement différentes selon les fromages. On peut avoir des apports soufrés pour le camembert, on peut avoir des apports plus lactés pour la tome de Savoie, des arômes fruités pour la croûte du Livaro et la tome de Savoie. Et puis, on peut différencier les aspects cœur-croûte, notamment grâce à des nuances, alors plutôt des nuances que des dominantes, des nuances notamment fruitées. Et puis, sur les aspects arômes lactiques, eh bien, on peut avoir cette appréciation ici de produits un petit peu plus lourds au niveau de l'odeur, au niveau de la dominante lactique pour les camemberts et le reblochon. Donc on va arrêter là notre conférence et puis je vais remercier tous pour votre attention et puis j'espère que vous aurez bien dégusté cette conférence.